Alors, nous sommes à la lecture de la première partie du 4e chapitre. Pendant les mois de septembre et octobre, la peste garda la ville repliée sur elle. La brume, la chaleur et la pluie se succédèrent dans le ciel. Rieux et ses amis découvrirent alors à quel point ils étaient fatigués. En fait, les hommes des formations sanitaires n'arrivaient plus à digérer cette fatigue. Par exemple, ces hommes qui jusqu'ici avaient montré un si vif intérêt pour toutes les nouvelles qui concernaient la peste ne s'en préoccupaient plus du tout. Rambert, qu'on avait chargé provisoirement de diriger une des maisons de quarantaine, installées depuis peu dans son hôtel, connaissait parfaitement le nombre de ceux qu'il avait en observation, mais il était incapable de dire le chiffre hebdomadaire des victimes de la peste. Il ignorait réellement si elle était en avance ou en recul. Et lui, malgré tout, gardait l'espoir d'une évasion prochaine. Quant aux autres, absorbés dans leur travail jour et nuit, ils ne lisaient les journaux ni n'entendaient la radio. Grand cumulait ses fonctions d'auxiliaire à la mairie, son secrétariat chez le Rieux et ses travaux nocturnes. On pouvait le voir ainsi dans un continuel état d'épuisement. C'est avec lui que Rieux se surprit un jour à parler de sa propre femme sur le ton le plus banal, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Incertain du crédit qu'il fallait attacher au télégramme toujours rassurant de sa femme, il s'était décidé à câbler au médecin-chef de l'établissement où elle se soignait. En retour, il avait reçu l'annonce d'une aggravation dans l'état de la malade et l'assurance que tout serait fait pour enrayer les progrès du mal. Tarou résistait mieux, mais ses carnets montrent que si sa curiosité n'avait pas diminué de profondeur, elle avait perdu sa diversité. Il s'intéressait énormément à Cottard, que nous savons être le symbole de la négativité, si vous voulez, vis-à-vis de la peste. Quant à Castel, le médecin, le collègue de Rieux, le jour où il vint annoncer au docteur que le sérum était prêt, et après qu'ils eurent décidé de faire le premier essai sur le petit garçon de M. Othon, qu'on venait d'amener à l'hôpital et dont les cas semblaient désespérés à Rieux, celui-ci communiquait à son vieil ami les dernières statistiques quand il s'aperçut que son interlocuteur s'était endormi profondément au creux de son fauteuil. Imaginez-vous Rieux qui s'endort. C'est à de telles faiblesses que Rieux pouvait juger de sa fatigue. Sa sensibilité lui échappait. Nouée la plupart du temps, durcie et desséchée, elle crevait de loin en loin et l'abandonnait à ses émotions dont il n'avait plus la maîtrise. Sa seule défense était de se réfugier dans ce durcissement et de resserrer les nœuds qui s'étaient formés en lui. Il savait bien que c'était la bonne manière de continuer. Pour le reste, il n'avait pas beaucoup d'illusions, et sa fatigue lui ôtait celle qu'il conservait encore, car il savait que, pour une période dont il n'apercevrait pas le terme, son rôle n'était plus de guérir. Son rôle était de diagnostiquer, de couvrir, voir, décrire, enregistrer, puis condamner. C'était sa tâche. « Vous n'avez pas de cœur !» lui avait-on dit un jour. Mais si, il en avait un. Il lui servait à supporter les 20 heures par jour où il voyait mourir des hommes qui étaient faits pour vivre. Et lui, il lui servait à recommencer tous les jours. Avant la peste, on le recevait comme un sauveur. Maintenant, au contraire, il se présentait avec des soldats et il fallait des coups de crosse pour que la famille se décide à ouvrir. Ils auraient voulu l'entraîner et entraîner l'humanité entière avec eux dans la mort. Ah, il était bien vrai que les hommes ne pouvaient pas se passer des hommes, qu'il était aussi démuni que ceux malheureux et qu'il méritait ce même tremblement de pitié qu'il laissait grandir en lui lorsqu'il les avait quittés. Mais les plus dangereux effets de l'épuisement qui gagnait peu à peu tous ceux qui continuaient cette lutte contre les fléaux n'étaient pas dans cette indifférence aux événements extérieurs et aux émotions des autres, mais à la négligence où ils se laissaient aller. Car ils avaient tendance alors à éviter tous les gestes qui n'étaient pas absolument indispensables et qui leur paraissaient
toujours au-dessus de leurs forces. Il y avait pourtant un homme en ville qui ne paraissait ni épuisé ni découragé et qui restait l'image vivante de la satisfaction. C'était Cottard, qui profite de cette peste pour ses manèges, pour ses affaires. Et à ce moment-là, il y a la description des rapports entre Cottard et Tarrou. Tarrou qui ne juge jamais. Et il y a 4 pages de description très intéressantes. Je m'arrête à la fin. En somme, avec nous tous qui ne sommes pas encore morts de la peste, il sent bien, Cottard sent bien, que sa liberté et sa vie sont tous les jours à la veille d'être détruites. Puisque lui, à la fin de la peste, il le sait très bien, il sera arrêté par la police. Mais puisque lui-même a vécu dans la terreur, il trouve normal que les autres la connaissent à leur tour. Plus exactement, la terreur lui paraît alors moins lourde à porter que s'il y était tout seul. C'est en cela qu'il a tort, et qu'il est plus difficile à comprendre que d'autres. Mais après tout, c'est en cela qu'il mérite plus que d'autres qu'on essaye de le comprendre. À cela suit la grande scène à l'opéra, où on joue l'Orphée de Gluck. C'est aussi là le thème de l'exil, c'est là aussi le thème de l'exil, de la séparation. Et qu'est-ce qui se passe? Il fallut le grand duo d'Orphée et d'Eurydice au 3e acte pour qu'une certaine surprise courût dans la salle, dans ces publics chics et bien habillés. Le chanteur choisit ce moment pour avancer vers la rampe d'une façon grotesque, bras et jambes écartés dans son costume à l'antique, pour s'écrouler par terre. L'orchestre se tut. Les gens du parterre se levèrent et commencèrent lentement à évacuer la salle, d'abord en silence, comme on sort d'une église, le service fini, ou d'une chambre mortuaire après une visite. Les femmes ressemblant leurs jupes et sortant tête baissée, les hommes guidant leurs compagnes par le coude, leur évitant le heurt des strapontins. Mais peu à peu, le mouvement se précipita. Le chuchotement devint exclamation, et la foule afflua vers les sorties et s'y pressa pour finir par s'y bousculer en criant. Cottard et Tarrou, qui s'étaient seulement levés, restaient seuls en face d'une des images de ce qui était leur vie d'alors. La peste sur la scène, sous l'aspect d'un histrion désarticulé, et dans la salle tout un luxe devenu inutile, sous la forme d'éventails oubliés et de dentelles traînant sur le rouge de fauteuils. Il ne resta que ça. Et reprenons peut-être un peu Madame Bovary de Flaubert, qui, à la Lucie de la Murmure, se donne une justification de tout ce qui s'est passé et qui dit c'est la faute de la fatalité, principe qui sera affirmé ensuite par Charles aussi. Voilà, c'est en ce moment-là, quand on voit la réalité au miroir du théâtre, qu'on en comprend le sens. Et c'est quelque chose de très triste. Voilà. Et on se reverra pour la lecture de la deuxième partie du 4e chapitre. Ciao.